Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. On est dans la saison 3, c'est notre 8e invité de cette saison et je suis vraiment très heureux d'accueillir une athlète de haut niveau en patinage artistique. Et on accueille aujourd'hui Maë Bérénice Meïté. Bonjour. Bonjour. Alors, on a décidé que pour aller faire plus court, on irait sur Maë. Exactement. 3 Voilà. lettres, beaucoup plus simples. Alors Maë, comment ça va? Écoute, ça va super bien, en pleine forme, une nouvelle année, donc de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Donc, pas grand-chose à dire, si ce n'est ça travaille et ça progresse. Ok. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter un petit peu? Tout à fait. Je m'appelle Maë Bérénice Meïté, j'ai 28 ans, je suis sportive de haut niveau en patinage artistique, 2 fois olympienne et sextuple championne de France, eu l'occasion de participer à plusieurs compétitions d'envergure internationale, dont les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux olympiques, les universiades d'hiver. J'ai eu un titre de vice-championne du monde de l'universiade en 2015. J'étais porte-drapeau de la délégation en 2019. J'ai participé à 10 championnats d'Europe, 6 championnats du monde, plusieurs top 5 aux championnats d'Europe, un top 10 au monde, un top 10 au JO. Et en parallèle, j'ai effectué un master en management et marketing avec une spécialité dans le business development que j'ai obtenu en juin 2021. Et voilà un peu pour mon parcours en résumé. Bon, bravo, hein, sacré palmarès. Merci. Et en plus, ça colle après au double projet soutenu par l'INSEP, c'est-à-dire que les athlètes aussi, ils s'entraînent, mais aussi ils pensent aussi à leur reconversion professionnelle et pendant qu'ils s'entraînent, ils font aussi des études. Donc, ce qui est pas chose simple quand on a autant d'objectifs à mener. Donc, pour ça, il faut un sacré mental pour pouvoir arriver à tout concilier. Totalement. C'est pas tous les jours facile, mais en s'y accrochant, on y arrive. Bah oui. Alors, on va venir introspecter ton mental aujourd'hui, mais avant ça, comme le veut la tradition du podcast, on va commencer par mettre un peu de relief sur ta personnalité avec un petit portrait chinois couplé avec un petit questionnaire de Proust pour venir un petit peu te connaître un petit peu mieux. Et puis après, après avoir fait ce petit warm-up, on rentrera du coup dans la thématique du podcast. Alors, on y va. Si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? C'est une très bonne question. Je sais pas si c'est une couleur, mais je dirais la couleur or. Pourquoi? Parce que pour les athlètes, ça a une belle signification et c'est le plus beau métal qu'on peut espérer avoir sur les plus grandes compétitions, dont les JO. Donc, je dirais l'or. Ok, ouais, l'or. On te le souhaite alors, hein, pour les JO de 2024. Ça approche. Mais si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Oh là là, ça, c'est des questions qui sont compliquées. Si j'étais un livre... Alors, pas un livre de marketing, hein. Ah mince alors. Ou un livre qui t'a inspiré. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un livre qui m'a inspiré que je vois? Le livre de Michelle Obama, Becoming. C'est le dernier livre que j'ai lu. Et je trouve que c'est une femme très inspirante de par sa manière d'être, de par sa façon de penser. Et j'en apprends pas mal aussi sur
les éléments de la vie, tout simplement. Donc, j'aime beaucoup me développer personnellement et c'est un bel exemple, je trouve. Donc, ouais, je dirais Becoming. Bah ouais, c'est clair. T'as des ambitions politiques? Parce que, Pas du tout. parce que du coup, elle a quand même enfin, elle a une dimension très politique. Voilà, on C'est sait vrai. toujours que, on dit souvent que derrière un homme politique se trouve toujours une grande femme, mais j'ai envie de te dire que bah, souvent ça peut être aussi l'inverse, c'est que je la verrais bien dans quelques années ou à un moment donné se présenter à des élections aux États-Unis. Tout à fait. Si tu étais à un moment de la journée, quel moment de la journée serais-tu? Le matin, sans hésiter, parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. Je suis une personne assez matinale. C'est là où je me trouve la plus productive. Donc, très tôt le matin. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? La résilience. Euh, parce que je pense que c'est une caractéristique qui me correspond bien. Savoir se relever malgré les épreuves et les challenges qu'on peut affronter en tant qu'athlète, en tant que chef d'entreprise qui commence son petit parcours professionnel. Euh, J'en ai vu des choses et je pense que ouais, si j'étais une qualité caractéristique, la résilience. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Alors, je vais la dire en anglais. It's not about perfection, it's about progression. On s'en fout un petit peu de la perfection. Ce qu'on recherche, c'est la progression. Parce que, en tant qu'athlète de haut niveau, surtout en patinage, on a tendance à vouloir toujours être parfait au détriment de se permettre de faire des erreurs pour pouvoir progresser et justement atteindre ce niveau qu'on voudrait avoir. Donc, ça m'a pris du temps à déconstruire. Et aujourd'hui, c'est un peu mon motto dans tout ce que je fais. Au lieu d'aller chercher la perfection, je cherche la progression. Donc, comment m'améliorer sur de petits détails qui, mis bout à bout, donneront le grand résultat que j'espère. Et qu'on te souhaite tous. Ton principal trait de caractère? Je suis déterminée. Quand j'ai une idée en tête, en général, c'est difficile de me l'enlever. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Champion de Chris Brown et Chipmunk. J'allais parler en anglais. Parce que c'est un peu mon hymne qui me motive quand je suis un peu down ou que j'ai pas envie. Parce qu'il y a des jours comme ça où on n'a pas envie. Je me mets un petit peu ce coup de boost avec cette musique dont les paroles me parlent énormément. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Alors, je les écoute pas, je les regarde, parce qu'en général, ils les mettent aussi sur YouTube. Mais j'écoute The Diary of a CEO de Stephen Bartlett. C'est mon podcast préféré du moment. Et il en sort 2 par semaine, je crois. Et ouais, c'est le podcast que j'écoute en ce moment. Ok. Si tu devais choisir une autre discipline sportive, quelle discipline sportive choisirais-tu? Il y en a trop que je vais essayer. Mais je serais partagée entre le 100 mètres ou le 200 mètres. Ah oui, Ouais. tu cours vite? J'ai des capacités. J'ai des capacités. Bah, du coup, ça fait partie de ta préparation physique, certainement aussi, non? On fait du sprint. Après, pas forcément comme les athlètes. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien tester, justement, la préparation physique des athlètes ou comment ils arrivent à se préparer pour leur saison sportive. Parce que en patinage, on a besoin d'explosivité. Je pense qu'il y a un parallèle à faire entre les athlètes qui font des N notamment, par rapport à l'explosivité, etc., et la préparation qui les mène après pour leur saison. Donc, j'aimerais bien, pourquoi pas, un jour faire un petit stage avec des athlètes. Ça se rapproche aussi de la danse. Ouais, en fait, on se rapproche de beaucoup de disciplines. Ouais, la danse, la gymnastique rythmique, pour cette dimension artistique. Pour le côté, on doit rendre une chorégraphie, entre guillemets, facile et ne pas montrer notre douleur. Alors que faire un programme de 4 minutes avec 12 éléments, voilà, on se doute que c'est pas facile. Mais notre but, c'est justement de faire passer aux juges et au public 4 minutes de bonheur en leur montrant un programme facile. Voilà, il y en a qui souffrent et il y en a qui sourient. Exactement. Mais non, mais c'est vrai, ça se voit pas finalement quand on regarde. Enfin, on peut pas imaginer toute
la difficulté ou enfin on voit que le côté un peu immergé de l'iceberg finalement en fait. On voit pas tous les sacrifices, le travail. Voilà, donc c'est 4 minutes de prestation, mais au final c'est 4 ans d'entraînement quoi. Ouais, mais même plus, Enfin, enfin, ouais, même plus, 4 mais en ans tout pour cas une c'est Olympiade. 4 ans, ouais, 4 ans de préparation quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est aller chercher le travail de détail, repousser ses limites aussi pour que justement ça paraisse facile et que ça soit facile aussi pour nous de le faire, que ce soit pas, on soit pas dans le dur à chaque fois qu'on va en compétition. Donc c'est accepter de souffrir un petit peu. Ok, ok. Bon, on en a fini pour ce petit warm-up. Donc maintenant, on va pouvoir aller patiner. On va Allez. revenir sur ton parcours. Il t'inspire quoi, ton parcours? Tu peux nous le retracer un petit peu? Comment t'en es arrivé là? J'ai commencé parce que déjà dans ma ville, Vitry-sur-Seine, donc je suis originaire de la région parisienne, à Vitry-sur-Seine, et on a la chance d'avoir plusieurs infrastructures sportives, dont une patinoire. Et avec l'école, après l'école, on allait découvrir des activités, donc soit on allait à la piscine, à la patinoire, etc. Et la patinoire, ça m'a tout de suite plu, j'ai eu un coup de cœur énorme. Et mes parents, vu que j'étais très hyperactive et que je le suis un peu toujours d'ailleurs, j'ai beaucoup d'énergie. Mhm. Ils m'ont dit, OK, faut que tu canalises cette énergie. Donc, quel sport tu souhaiterais faire pour l'occasion? Donc, je leur ai dit le patinage. C'est pas le sport que tous les enfants vont proposer à leurs parents. Mais du coup, ils se sont dit, bon, bah, si c'est ce qu'elle aime, on va l'inscrire. Et puis, bon, on verra. Puis, ils se sont dit, peut-être que je vais être là pour 3 mois, puis je vais avoir froid ou quoi aux caisses. Et puis après, je vais m'arrêter ou choisir autre chose. Et il s'avère que, 20 ans plus tard, j'y suis encore. Plus de 20 ans plus tard, j'y suis encore. Donc, c'était une belle histoire. Et puis, par rapport à mon parcours, j'ai commencé tout simplement en m'amusant. Parce que j'y suis allée, j'adore toujours cette sensation de liberté qu'on a sur la glace, la vitesse, tomber, se relever, faire des sauts, des pirouettes, virevolter, s'exprimer de manière chorégraphique sur la glace. Ça m'a toujours plu. Donc, j'ai évolué graduellement, petit à petit, assez rapidement, mine de rien. J'ai passé les tests en interne dans la section du club. Et au plus on passe de tests, au plus on peut augmenter de niveau. Puis après, j'ai rejoint l'école de glace du matin. J'ai commencé à faire mes premières compétitions d'envergure régionale, puis nationale. Et une fois qu'on a été repéré au niveau national et qu'on commence à se classer, on passe à l'échelle internationale. Et j'ai eu l'occasion de faire ma première compétition internationale à l'âge de 11 ans, donc quelque chose comme ça. Et puis à partir de là, mon parcours, il était lancé. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours patiné dans 2 catégories. Donc du coup, j'étais dans ma catégorie, j'étais surclassée dans la catégorie du dessus. Et c'est comme ça que j'ai évolué depuis la catégorie à venir, donc c'est à partir de 8 ans, jusqu'en senior, où on y est à partir de 17, 18 ans en général. Mais moi, je suis passée senior, je pense j'avais 12, 13 ans, 14 ans, non, un peu plus. Peut-être 14 ans, 14 ou 15 ans. Et donc, depuis je m'exprime en senior. Et sur la scène internationale, j'ai commencé à représenter la France en senior à l'âge de 16 ans. Ah ouais, ça fait un sacré parcours déjà. Ouais. Un sacré parcours. De quoi es-tu le plus satisfaite avec le recul? De tout ce que j'ai pu faire, de toutes les compétitions auxquelles j'ai pu aller, du fait que j'ai réussi à être la leader de la catégorie féminine française pendant des années, du fait que j'ai réussi à remettre la catégorie féminine française sur la scène internationale, notamment aux Europes, au monde et aux JO. Parce que avant moi, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de top 10, de top 5, de qualification aux Jeux olympiques. Le fait d'avoir contribué au rayonnement du pays à l'échelle internationale aussi, d'avoir eu la confiance de la délégation pour que je sois leur porte-drapeau, d'avoir participé aux Jeux olympiques, tout simplement des expériences uniques et indescriptibles, et de m'être relevé à chaque fois que le combat paraissait assez difficile et de ne jamais avoir baissé les bras. Ça en fait des choses. Ouais. Ça en fait pas mal de choses. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase, elle fait écho à ton parcours? Totalement. Surtout ces derniers mois, cette dernière année, parce qu'en mars 2021, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille lors de la qualification olympique pour les Jeux de 2022, du coup. Et 28 ans, quand je me suis blessée, j'avais 26 ans. 26 ans en patinage, ça commence à faire un peu vieux, sachant que la moyenne d'âge, elle tourne plus autour de 18 ans.
et que le pic, il est assez jeune en patinage. Donc, du coup, je sais que beaucoup pensaient que je ne reviendrais pas à la compétition parce que c'est pas une blessure dont on revient facilement notamment en patinage. Et il y avait peu d'espoir pour les gens que je revienne à mon meilleur niveau. Et comme je l'ai dit, impossible, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Et je ne voulais pas rester sur une telle fin, même si je ne devais pas reprendre pour plusieurs saisons sportives. Je n'allais pas rester sur une chute au championnat du monde où je me fais une rupture du tendon d'Achille. Donc j'ai décidé de revenir. C'était long, fastidieux, ça demandait beaucoup de patience, mais ça commence à porter ses fruits. Et surtout, je reviens à mon niveau compétitif international, ce qui veut dire que même à 28 ans, quand on a la volonté, après une rupture du tendon d'Achille, c'est possible et c'est pas fini. Ah bah oui, oui. Bah, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille en faisant du tennis, moi. Bah du coup, ouais, c'est sûr que pour revenir, c'est un long. Bah déjà, c'est un long travail de comment dire ça, de prendre sur soi parce que du coup, il y a une période où on peut rien faire, ou alors se nourrir intellectuellement, éventuellement, ou travailler différemment. Exactement. Et ensuite, il y a toute la partie rééducation qui est super longue et qu'il faut pas négliger parce que bah, le tendon, pour retrouver son élasticité, parce que ça, en fait, on a vite un bout de bois, on a l'impression d'avoir un bout de bois, et puis du coup, il faut réapprendre à l'utiliser et tout ça. Et c'est donc je te tire mon chapeau parce que c'est pas facile et puis du coup, bah, je compatis parce que quand on l'a vécu, on comprend mieux. Ouais, exactement. Et, ouais, ouais, et puis du coup, c'est assez particulier hein, quand on vit une rupture du tendon d'Achille. Moi, par exemple, quand je l'ai vécu, en fait, j'étais en train de faire un match de tennis en tournoi et j'ai cru que sur le terrain d'à côté, quelqu'un m'avait envoyé une balle dessus sur le pied. Ah Et oui. en fait, c'est mon. Bah, du coup, le tendon, en fait, il a pété, mais j'ai cru qu'on m'avait envoyé une balle, en fait. Moi, c'est un peu pareil. J'ai cru que mes lacets de patin s'étaient défaits. J'ai pas compris que mon tendon en fait avait lâché. Donc du coup, j'ai cherché à continuer de patiner, mais mon pied m'a dit bah non. Mais ouais, c'est intéressant comme blessure. Ouais, ouais, une sacrée blessure. Ok. Alors, on va parler mental. On va revenir dessus. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, ça serait quoi ta définition à toi, Maë? C'est la capacité que l'on a à Hmm. C'est la capacité cognitive qu'on a surmonter des épreuves, des challenges et performer sous pression, je dirais. Ok. Et si tu devais décrire une personne, si tu devais la décrire, une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment, cette personne? C'est une personne qui a la capacité de prendre du recul sur ses performances, de les analyser, de les comprendre. C'est une personne aussi qui se connaît, qui sait comment repousser ses limites et quand. Et c'est surtout une personne qui a une vision et qui sait où elle va, qui sait pourquoi elle emprunte ce chemin et qui a une vision claire du processus par lequel elle va devoir passer. Ok. Alors, toi, en tant qu'athlète, comment tu te prépares mentalement? Alors, mentalement, déjà, je suis accompagnée par justement un psychologue du sport. Et la façon dont je me prépare, il y a plusieurs choses. Ça passe par ma préparation physique aussi. Mentalement, je me sens plus sereine si je sais que physiquement, j'ai fait le travail qu'il fallait à l'entraînement. Donc, du coup, ça va passer par une planification méticuleuse de mes entraînements, à savoir comment je me prépare, pourquoi je me prépare, quels vont être les éléments que je vais mettre dans mes programmes, etc., la quantité que je vais devoir faire. Et pour m'aider à ça, justement, j'ai créé un outil digital que j'ai appelé le IC Planner, où ben là, je vais faire toute ma préparation de la saison. Je vais pouvoir traquer mes performances, je vais pouvoir traquer mon humeur, tous les facteurs en fait qui vont pouvoir jouer ou qui vont pouvoir influencer ma préparation d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que du coup, c'est concret, je vois ce que je fais, j'ai une visibilité sur ce que je dois faire, ce qui me reste à accomplir. Et je me donne des objectifs dans le sens où je vais me dire, bon, bah, à cette compétition, je veux pouvoir faire tels éléments, etc. Donc, quelles sont les choses que je vais devoir mettre en place pour pouvoir arriver à ce niveau de performance?
Et c'est comme ça que j'arrive à avancer et mentalement être plus sereine parce que du coup, je sais que mon corps a la mémoire musculaire nécessaire pour pouvoir faire le travail sous pression. Et maintenant, c'est juste à moi de faire confiance à tout ce travail qui a été fait et de profiter du moment parce que bon, on fait ça quand même pour profiter, pour se faire plaisir. Et on a très souvent tendance à l'oublier. Donc, c'est la dimension que j'essaie de ramener à chaque fois. Ok, ok. On va parler de confiance. Alors, la confiance, on sait que c'est quand même quelque chose qui est important pour performer. Hein. Tu as toujours eu confiance dès le départ ou ta confiance, tu l'as acquise avec le temps? Tu es dans quel profil? Alors, ni l'un ni l'autre. Voici, j'ai eu confiance dès le départ. Et puis, le problème que j'ai rencontré, c'est que quand j'étais plus jeune, gagner, entre guillemets, c'était facile dans le sens où j'avais des aptitudes physiques que d'autres filles n'avaient pas. Et du coup, je savais qu'il me fallait juste faire mon travail par rapport aux éléments techniques que je présentais pour pouvoir soit gagner la compétition, soit être parmi le top des patineuses. Et j'ai commencé à perdre ma confiance en moi quand la concurrence est arrivée et que je ne savais pas comment gérer la concurrence. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément ou qu'on apprend sur le tas. Parce que la concurrence, on peut le voir comme quelque chose de négatif, en tout cas négatif. En tout cas, moi, c'est la façon dont je l'ai ressenti. J'ai ressenti de la peur, du coup, la peur de la confrontation, au lieu de m'en servir comme moteur et comme essence justement pour aller chercher ces éléments et ces détails qui vont me différencier des autres et qui vont me permettre de pouvoir aller chercher cette première place. J'étais plus dans une démarche où je voyais que à niveau égal, j'avais peur parce que je me suis dit, vu qu'on a le même niveau, je sais pas comment je peux gagner maintenant. C'était une approche, jeune, je sais pas. Mais du coup, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, si je développe mon avantage concurrentiel et que je me focus sur moi et pas sur les autres, ça va m'aider reprendre et regagner cette confiance en moi. Et c'est donc le travail que j'ai fait sur ces 3 dernières années, à savoir avoir un objectif précis en tête, à me concentrer sur ma progression, peu importe les résultats que j'ai eus. C'est notamment la vision que j'ai maintenant que j'ai repris la compétition après la blessure. C'est ma progression personnelle, c'est moi contre moi-même, c'est pas moi contre les autres. Et du coup, ça me permet de regagner cette confiance, ça m'a permis de regagner cette confiance et d'aborder mes compétitions et ma carrière sportive de manière totalement différente. Ok, je comprends. Du coup, ça a un rapport avec une question que je pose souvent, c'est sur le regard des autres, en fait. Du coup, comment tu as réussi à t'extirper un petit peu de ce regard? Parce que finalement, il y a quand même le regard des jurys, le regard des entraîneurs souvent, le regard des gens qui regardent, qui sont là. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent. Du coup, comment on fait quand on est patineuse pour essayer quand même de s'extirper un peu de tout ça pour pouvoir rester focus sur soi, sur son travail? C'est en devenant un peu le PDG de sa carrière sportive, j'ai envie de dire. Parce que pendant très longtemps, j'ai patiné pour mon plaisir personnel quand même, mais je voulais rendre fier mon pays, ma fédération, mon père, ma mère, parce que je sais que c'est du sacrifice, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est voilà, c'est ça. Mais au bout d'un moment, on finit par oublier un peu ce pourquoi on le fait, et on finit par se perdre aussi dans tout ça. On finit par accorder beaucoup d'importance au regard et à l'input de ces personnes extérieures, et c'est très drainant. Et du coup, moi, ma solution, ça a été de m'affirmer un peu plus, de reprendre les rênes un peu de ma carrière sportive, de comprendre les messages que je voulais transmettre aussi sur la glace, du coup, parce que je voulais être un peu plus investie dans le processus créatif, par exemple, avoir des programmes à raconter, enfin des histoires à raconter derrière mes programmes, que ça ait du sens pour moi et que ça me ressemble plus et que je ne fasse pas forcément attention aux attentes des standards qui sont de la patineuse artistique, qui doit patiner sur de la musique classique, parce que je ne suis pas comme ça. Physiquement, je ne ressens pas du tout à la patineuse standard. Et j'avais juste envie de m'exprimer à ma manière, tout simplement. Donc, du coup, c'est passé par un petit peu de rébellion, entre guillemets, où j'ai arrêté de dire oui à tout et je disais oui à ce avec quoi je résonnais le plus. J'ai constitué une équipe aussi autour de moi qui comprend mon approche et ma vision et qui m'accompagne dans ce cheminement et qui est prête à me suivre et qui croit en ce projet. Et voilà, ça passe par aussi,
on grandit aussi. Avec l'âge, je pense qu'on s'affirme un peu plus, on prend de la maturité. Et il y a toute la partie préparation mentale qui a joué énormément parce que dans le patinage, notamment, on est beaucoup jugé sur notre physique. Il y a une grosse pression psychologique qui est mise sur ce point. Et là, le préparateur mental qui m'a accompagné, il a fait un très, très bon travail pour me redonner la confiance et comprendre que mes performances n'allaient pas dépendre que de ça. Et je me suis aussi éduquée sur la matière pour comprendre ce qu'il fallait que je mette en place dans mon système d'entraînement pour ne pas retomber dans ces fléaux qui peuvent être assez dramatiques, peuvent entraîner des troubles, des maladies qui vont au-delà de la scène compétitive. Et c'est reprendre le contrôle en fait sur la carrière sportive et lui donner une direction claire et précise et s'entourer de personnes bienveillantes qui comprendront cette démarche. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand tu me parles de maladie, en fait, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont des burn-out, mais on n'en parle pas trop, en fait. Ouais. C'est un peu comme les entrepreneurs qui mettent des œillères et qui prennent pas soin d'eux et qui, à un moment donné, vont dans le mur. Les athlètes de haut niveau, c'est un peu la même chose. Il y a tellement beaucoup d'enjeux. Finalement, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux financiers, mais des enjeux aussi personnels, parce que du coup, c'est pas si simple que ça d'être un athlète de haut niveau, puisque finalement, en fonction des disciplines sportives, il y a des sports comme le football qui rapportent beaucoup d'argent, mais après, il y a plein de disciplines sportives où finalement, les enjeux financiers sont importants parce que soit il faut travailler à côté, soit il faut avoir des partenaires financiers qui aident pendant la préparation parce que, donc c'est pas si simple que ça. Dans le patinage, ça se passe comment? Toi, tu as un travail à côté, t'es aidé, comment ça se fait? Et t'as des partenaires qui t'aident? C'est assez compliqué parce que on est certes sportif de niveau, mais on est amateur dans le sens où on n'a pas de salaire, en tout cas dans le patinage. Donc du coup, ce qui nous permet de générer des revenus, ça va être de participer à des galas, soit la tournée équipe de France quand elle a lieu, soit des galas à l'international, soit des galas dans les clubs. Les prize money qu'on peut gagner en compétition, après faut faire un certain classement. Les prize money sont limités, forcément. Et c'est pas ces prize money qui vont nous permettre de vivre, ils vont nous permettre de contribuer à payer nos dépenses sportives, rembourser nos dettes, à survivre, mais pas à vivre convenablement. Et moi, à côté, depuis que je me suis blessée, je développe mon activité en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et en même temps, je suis entrepreneur et je fais du management et marketing. Je me spécialise dans le développement de business, du coup. C'est quelque chose que j'essaie de développer, mais pareil, ça m'a pris du temps à comprendre comment je voulais le faire, avec qui, pourquoi. Donc pendant 1 an et demi, j'étais en pleine phase d'exploration, essayer de comprendre. J'ai lancé des trucs, puis j'ai arrêté parce que c'est compliqué d'être auto-entrepreneur finalement et de savoir comment se lancer, surtout quand on n'a pas forcément d'expérience professionnelle derrière. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres moyens qui sont mis en place. Il y a les contrats CIP, mais ça dépend de si on est sur les listes de sportifs de haut niveau. Tout le monde n'y a pas forcément accès, mais certains en ont accès. Et je suis notamment accompagnée par des partenaires sans qui je pense que je n'aurais pas pu reprendre le patin cette année. Notamment, il y a l'entreprise Pierreval qui m'a accompagnée déjà dans le passé et qui m'accompagne, qui me fait confiance pour ce nouveau défi que je me suis lancé. Il y a alors les Étoiles solidaires qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné un coup de pouce pour le début de saison. Il y a le groupe de freelance Crew Up qui m'accompagne également. Résibantou, Compex qui m'a énormément aidée, notamment lorsque j'étais dans mon processus de récupération et que il fallait que je prenne soin de mon corps et de cet outil qui m'avait lâché et qui me disait que il a besoin de plus. Donc Compex a été un grand allié à ce moment-là. Je vais signer un partenariat avec Eona aussi. Donc voilà, j'essaie de m'entourer de personnes. C'est pas facile, mais je ne suis pas à plaindre. Mais je suis encore à la recherche de partenaires et de sponsors. Et puis, j'essaye aussi d'utiliser les réseaux parce que je sais que c'est un moyen qui peut nous permettre de monétiser notre image de marque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, s'il y a dans les auditeurs, des chefs d'entreprise qui voudraient participer à ton projet, qui pourront se manifester. On donnera tes coordonnées à la fin de l'épisode. Avec grand plaisir. Alors, on va parler un petit peu de motivation. Quand on est athlète, du coup, c'est souvent redondant les entraînements. On est dans des schémas qui se répètent. Comment tu fais pour toujours être motivé?
Alors déjà, on n'est pas toujours motivé. Je tiens à dire ça. Il y a des jours où on n'a extrêmement pas envie, mais moi, c'est les jours qui m'intéressent le plus, en fait. Les jours où ça va pas forcément, où je suis pas motivée, où j'ai mal. Parce que quand ça va, je sais que ça va rouler en général. Il y a pas trop de soucis. Mais je sais que quand j'ai pas envie, que ça va pas comme je veux, c'est là où je grandis le plus et c'est là où j'en apprends le plus, je me perfectionne plus. Donc du coup, moi, c'est comme ça que je l'approche. Des fois, j'ai pas envie, mais j'ai toujours un vision board qui est dans ma chambre, donc qui me rappelle ce pourquoi j'ai commencé cette aventure. Je mets des éléments un peu partout qui me rappellent pourquoi j'ai voulu commencer, parce que des fois, on peut oublier ou on peut se dire, bah, ça ne va pas comme je veux, j'ai pas eu les résultats que je voulais, j'ai fait trop de sacrifices, c'est trop dur, j'arrête. Puis après, je me souviens pourquoi j'ai commencé et ça me donne un petit coup de boost. Et voilà, c'est tout simplement se repousser ses limites, savoir créer cette. C'est même pas de la motivation, c'est de la discipline. C'est savoir être discipliné quand la motivation n'est plus là. La discipline prend le dessus, c'est-à-dire que le corps sait quoi faire, pourquoi il le fait. Et ça va être un peu robotique, si je peux dire. C'est, voilà, je sais que j'ai l'habitude de faire ça. Le lundi, je fais ma séance sur glace, hors glace et préparation physique. Bon, bah, on va suivre le protocole. Et c'est juste, ouais, suivre le protocole, tout simplement. Ok. Est-ce que, selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Ben, pour moi, je fais le parallèle entre un athlète et une entreprise. En général, les entreprises à succès, elles ont créé un business plan. Business plan, on a une visibilité sur les années à venir. Ça donne une ligne directrice, au moins de ce vers quoi on veut tendre et des performances qu'on veut avoir. Entre le plan qu'on a mis en place et le plan qui va se passer dans la vraie vie, il y a toujours un décalage forcément parce qu'on ne peut pas anticiper les actions futures, mais au moins on a toujours la ligne conductrice qui nous permettra de pas perdre pied et de savoir ce vers quoi on va. Donc pour moi, oui, pour réussir, c'est quand même plus efficace d'avoir un plan d'action. Ça nous permet de pas nous perdre, ça nous permet d'être discipliné, comme on disait avant, par rapport à la motivation, etc. Quand on a un plan d'action, ça aide quand même. Euh, et surtout, la plupart des grands champions, en tout cas que j'ai vus, je sais qu'ils avaient des plans d'action mis en place. Ouais, après, du coup, il peut y avoir comment dire, il y a une modélisation en plan, et puis après, il peut y avoir des remédiations, parce que finalement, quand tu t'es blessé, bah, finalement, ton plan, il a dû être modifié. Exactement. Mais c'est ça aussi, c'est les aléas de la vie. Savoir rebondir, savoir s'adapter, savoir modifier, comprendre aussi pourquoi ça s'est passé dans le plan, parce que c'est ça l'important. Comprendre ce qui s'est passé et comprendre les choses à mettre en place pour que, un, ça ne se reproduise plus. Bon, du moins, on essaie de le prévenir au maximum et voir comment on peut revenir et s'améliorer par la suite. Est-ce que tu penses que ta blessure, parce que je pense à ça, elle a fait de toi finalement une meilleure athlète aujourd'hui qu'avant la blessure? Totalement. Parce que je pense que, enfin, moi je dis tout arrive pour une raison. Je suis très croyante. Donc, je me suis dit, si c'est arrivé, c'est que il y avait un plan d'action derrière. Et bah, comme on l'a dit, il y avait une période de convalescence où j'étais alitée. Donc, du coup, j'en ai profité pour écrire mon mémoire de master. Et le thème, c'était le management et la performance sportive, une dichotomie culturelle. Et j'ai voulu étudier le cas de ma fédération sportive parce que en tant qu'athlète, il y avait beaucoup de dysfonctionnements que je voyais ou qu'on subissait. Et je voulais le comprendre d'un point de vue managérial. Où étaient les points de disruption? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on manage une fédération? Comment le système est construit et pourquoi il est construit de cette façon? Et prenant cette approche, du coup, ça m'a redonné la passion que j'avais perdue pour le patinage. Donc, c'est ça qui m'a dit, c'est ça qui m'a fait comprendre que, OK, je voulais reprendre ma carrière après, enfin, je voulais reprendre la scène compétitive. Et surtout, ça m'a permis de mettre en place un vrai plan d'action qui me mènerait à mon objectif final et pas de mettre des goals, enfin, des petits objectifs en fonction de mon état de forme maintenant, mais de me projeter là où je veux être dans 4 ans et de venir mettre en place un plan d'action en conséquence de ce que je veux faire par la suite. Donc, du coup, ça m'a ouvert un champ complètement différent. Ouais. Et ça fait de moi une athlète. Ouais, j'ai pas la même approche qu'il y a 2 ans. Ok.
On va parler de la gestion des émotions. Donc, je suppose que quand tu patines, du coup, il n'y a pas beaucoup de temps, mais du coup, il y a de forts enjeux, divers enjeux. Mais en tout cas, ça va, comment dire, engendrer peut-être un peu de pression, un peu de stress. Et du coup, quand on est athlète en patinage artistique, comment on gère cette pression? Quels outils tu utilises pour pouvoir aller patiner en étant sereine? Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Donc déjà, je me base sur mon expérience énormément. Mes entraînements aussi, le fait de savoir que j'ai effectué la préparation qu'il fallait, du coup, ça me permet d'arriver de manière plus sereine aux compétitions et de me dire, bon, bah, maintenant, j'ai juste à faire ce que je sais faire. J'ai pas besoin de faire plus ou moins. Je fais ce que je fais tous les jours. Et puis, cette dimension où je suis là pour m'amuser aussi. Je ne pense pas, il faut que je sois première, il faut que je fasse tant de points, mais plus, comment je peux procurer de l'émotion au public, comment je peux emporter les juges dans mon monde, comment je peux leur raconter mon histoire. Bon, c'est comme ça que j'approche les compétitions maintenant. Et ça a porté ses fruits parce qu'au Grand Prix de France, par exemple, j'étais la première française et j'ai fait mon meilleur score, très proche de mon meilleur score de all time que j'ai fait de toute ma vie. Parce que justement, j'avais cette approche. J'étais très, très sereine. Ouais, une fois qu'on a fait le travail, de toute façon, il y a juste à se faire confiance. Et les compétitions avant cette compétition m'ont permis de construire cette confiance, de comprendre comment mon corps réagissait, de comprendre à quoi il était sensible ou sujet quand j'avais pas forcément confiance. Qu'est-ce qui pouvait être un élément déclencheur d'erreur dans mes programmes. Donc, j'ai appris de ça pour pouvoir arriver à ce point où je suis sereine quand je rentre sur la glace. Sur le plan de la concentration, donc du coup, tu es focus pendant le temps du programme, 4 minutes de manière intense. Comment tu as appris à optimiser cette concentration? C'est de l'entraînement, ou est-ce que tu utilises des outils pour vraiment être focus encore plus? Plus l'entraînement. Et à chaque fois que je rentre dans le programme, je vais élément par élément. J'essaye d'être présente là tout de suite maintenant. Pas une seconde après parce que je dois penser au saut ou pas une seconde avant si jamais il y a eu une petite erreur ou quoi qu'est-ce. Je suis présente là tout de suite maintenant. Donc, ça change tout en fait. Parce que du coup, je suis consciente de mes mouvements, je suis consciente de où je suis, où je me trouve, de ce que je fais. Et ça passe tellement vite finalement parce que je profite de chaque instant, de chaque petite seconde, de chaque mouvement de doigt, de chaque intensité. Ok. Alors, une dernière question, elle va te plaire, celle-là. Enfin, non, presque, il y en a encore deux. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Pour avoir une vraie force mentale, il faut savoir quand lâcher, j'ai envie de dire. Parce que des fois, en tant que sportif, on nous demande de repousser nos limites. Donc, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et des fois, il faut savoir quand dire stop. Il faut savoir quand dire non, là, j'ai besoin de repos. Non, là, j'ai besoin de ça. Là, non, ça ne rentre pas dans le cadre de ma préparation. Ça ne va pas avec ce que je fais d'habitude. Mon corps non, je le sens pas avec mon corps. Pour moi, la vraie force mentale, c'est ça. Parce que c'est très facile de faire ce qu'on nous dit, de repousser nos limites. C'est ce qu'on fait tous les jours. Par contre, d'aller des fois à l'encontre de ce que on veut qu'on fasse ou de savoir dire non pour son bien-être à soi, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et pour moi, la vraie force mentale, elle est là. Et du coup, ça amène quand même à je trouve qu'il est important, hein, puisque du coup, moi, j'ai beaucoup entraîné aussi, mais au tennis, mais peut-être dans une vraie relation entraîneur-entraîné pour pouvoir exprimer très clairement ses besoins, parce que finalement, quand tu es entraîneur de haut niveau, tu vas chercher à repousser les limites de la personne que tu entraînes, parce que pour optimiser sa performance, pour inculquer la rigueur, la discipline, voilà, parce que on sait que de toute manière, il y a peu d'élus au bout, et que sans travail, sans persévérance, voilà, on n'aura rien. Il y a pas de, enfin, je sais pas, je connais pas la recette magique, mais en tout cas, il faut du travail, de la persévérance, avoir une vision, cultiver, du coup, comme tu disais, la résilience, et puis voilà, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ouais. Mais du coup, ça nécessite aussi cette relation qui est importante, de pouvoir exprimer son besoin à un moment T. S'il faut se reposer, comme tu dis, il vaut mieux se reposer pour être plus à même de bien s'entraîner le lendemain, plutôt que de s'entraîner fatigué, ne pas écouter ses besoins et se blesser finalement. Exactement. C'est sûr qu'il faut avoir l'écosystème autour de soi qui puisse permettre ce type d'échange et de dialogue.
Après, je dis ça aussi, je suis beaucoup plus mature que je n'ai pu l'être à 16 ans. À 16 ans, c'est pas la réflexion que je disais. À 16 ans, on me dit, je fais. La question ne se pose pas et c'est aussi ça qui m'a forgé. Mais plus on grandit, plus il est important de savoir quand c'est de la fatigue sur laquelle on peut repousser et quand c'est de la fatigue sur laquelle si on pousse, on va tout casser. Et ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, bien évidemment. Et c'est pas pour les personnes qui sont partisanes du moindre effort. Parce que du coup, ils vont prendre ça comme une excuse et dire, bon, bah, aujourd'hui, non, je peux pas, je suis fatigué. Oui, si t'es fatigué, mais que tu sais que tu peux pousser, ok, pousse. Si t'es fatigué et tu sens que si tu sautes, tu vas, comme Simone Biles aux Jeux Olympiques qui a dit, bah, non, moi, je veux pas faire la finale parce que si je saute, il y a des risques que je me fracasse la nuque. Ok, là, on peut temporiser. Donc, c'est trouver ce bon équilibre qui est important. Ouais, c'est ça. Mais ça nécessite quand même une réflexion sur. Tu disais que bah du coup c'était quand même en patinage artistique les compétitifs c'était quand même relativement jeune, mais je pense que du coup ça nécessite quand même une éducation, de laisser s'exprimer tout en voilà en faisant la part des choses comme tu dis, mais de le faire tôt quand même parce que du coup c'est important parce que finalement tu disais que bah, quand tu avais 16 ans tu l'aurais pas dit donc finalement tu vois ça met un peu en réflexion un petit peu le truc. Se dire que bon bah c'est voilà être en capacité de s'exprimer sur son besoin du moment parce que c'est important ça comment dire ça j'ai envie de parler d'intégrité physique c'est voilà c'est important de bah, en tout cas que les entraîneurs en prennent en considération mais qu'il y ait une éducation dans ce sens aussi. Exactement. C'est à la suite de mon mémoire, j'ai justement eu l'idée de développer une application de management sportif. Donc, c'est un travail en cours. Et ça, c'est un des aspects que je veux absolument mettre en place dans la structure d'entraînement. C'est l'aspect où on va développer le mindset de l'athlète dès le plus jeune âge et pas attendre qu'on arrive à 16, 17 ans pour vouloir changer des habitudes qui sont assez difficiles à changer, pour pouvoir changer l'approche haute performance, etc. Et pour pouvoir créer aussi des environnements plus sains, justement, en commençant à installer dès le plus jeune âge ce cercle, cette safe space, en gros, où ils pourront comprendre ce que ça veut dire repousser ses limites, savoir quand il faut repousser ses limites pour progresser et savoir quand il faut peut-être lever un peu le pied, se régénérer pour repartir encore plus fort. Ça, c'est des choses, bon, on l'apprend avec l'expérience, mais c'est aussi si on est dans un cadre qui est opportun, comprendre cette manière d'avancer. Je pense que ça peut permettre aussi la longévité dans certains sports, notamment dans le patin ou la gym ou des sports où on pique très tôt. Et puis après, on finit un peu cassé de partout, etc. Alors que s'il y avait peut-être cette approche un peu plus pensée, méticuleuse et travaillée, peut-être qu'aussi que ça changerait les données statistiques et la longévité des carrières de beaucoup d'athlètes. Oui, tu as raison. Après, si on prend la systémie de la performance, où on vient du coup mêler les différents domaines que sont le physique, le technique, enfin voilà, la dimension psychologique, tout ça, je pense que dès le plus jeune âge, il faut avoir une éducation. C'est-à-dire que si on l'apprend tôt, bah c'est comme la technique. Plus tu l'apprends tôt, bah plus comment dire, elle va être greffée en toi. Tu vas savoir la faire. C'est comme tu apprends à faire du vélo. Bah, voilà, le mental, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est un muscle que tu entraînes, c'est des habitudes que tu prends. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ, en fait. Comment on fait Exactement. pour... Voilà, c'est comment on va faire en sorte que les exercices qu'on va faire vont permettre de développer la confiance en soi, par exemple. Donc, du coup, en mettant un système de, je sais pas moi, de progressivité dans la réussite pour pouvoir grader sa confiance, etc., etc. Mais c'est essentiel, je pense. Et quel que soit le sport et la discipline, hein, je Oui. pense que c'est quelque chose qui est important à mettre en place dans tous les sports, quoi. Ouais, et ce qui est le plus important, je trouve, c'est qu'on veut des médailles, mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les structures qui sont adaptées pour pouvoir faire grandir cet aspect de haute performance. Ou alors, on va miser que sur les potentiels médaillés et médaillables, le développement d'une certaine façon, et on va oublier la partie du milieu, où c'est là où il y a le plus de potentiel finalement, qui n'ont pas forcément eu ces bases dont on aurait besoin pour aller atteindre la sphère de haute performance et qui n'ont pas forcément les moyens pour se permettre de s'entourer de personnes qui vont les emmener dans la sphère de haute performance. Et je me dis que si les systèmes sont pensés dès le départ, dès les clubs, les tout petits clubs,
dès le début, même si c'est pour du loisir, mais commencer à planter les graines comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte forcément. Ça peut rester ludique, ça peut rester du loisir, mais commencer à instiller ces graines et les faire grandir et les nourrir au fur et à mesure que les athlètes grandissent dans leur parcours sportif. Je pense qu'on verrait aussi une plus grande différence dans les résultats. Ouais, je pense que tu as raison. Après, c'est vrai que on est pas mal sur des systèmes de détection dès le plus jeune âge. Et après, du coup, ceux qui ont eu la chance, en tout cas, d'être détectés jeunes, continuent à être suivis. Donc, forcément, bénéficient d'une infrastructure et d'un accompagnement qui permet, du coup, d'accès vers le haut niveau. Mais c'est vrai que si tu démarres un petit peu en décalage, ça peut être plus compliqué selon les sports. C'est ça. Et c'est là où j'aimerais bien arriver à trouver une solution qui permettra de donner une chance à tout le monde finalement, peu importe l'âge auquel ils vont commencer. Oui, parce qu'après, l'objectif, c'est d'atteindre son plus haut son plus haut niveau de performance à soi, finalement. Après, si c'est très, très haut, tant mieux, mais si, voilà, mais non, mais t'as raison. C'est un vaste sujet, hein, qui est passionnant mais qui remet un peu en cause certaines manières de fonctionner. C'est ça. On va challenger un petit peu, mais c'est bien aussi pour qu'on arrive à progresser. Parce que c'est quand même l'objectif, qu'on fasse rayonner notre pays à l'échelle internationale. Ouais. Si on peut trouver les solutions pourquoi pas. C'est sûr. Après, ça demande aussi une motivation. Alors moi, tu vois, quand j'entraînais, j'ai toujours voulu n'être jamais être en retard par rapport à mes athlètes et de toujours savoir où j'allais. En fait, en gros, comprendre le chemin d'accessibilité vers le haut niveau pour toujours être au moment où l'athlète arrive à une étape, toujours être en capacité de l'accompagner et même d'envisager, de toujours être, tu vois, avoir un temps d'avance pour pouvoir toujours continuer à le faire progresser. Et je pense que c'est un peu ça quand t'es entraîneur, c'est d'être un peu ingénieur de l'entraînement et de la performance pour pouvoir toujours être en capacité d'accompagner ton athlète avec les progrès technologiques qui existent, avec les progrès scientifiques et et de la médecine qui existent, tout ce qui va pouvoir venir un petit peu aider, quoi. Mais après, ça demande aussi, un intérêt personnel quand tu es entraîneur toi aussi d'être ton propre athlète finalement pour pouvoir te surpasser dans ta conception de l'entraînement parce que finalement c'est toi, ça, t'as un peu tu fabriques un petit peu tes entraînements pour pouvoir amener à des résultats. Donc, tu peux pas les fabriquer, il y a des gens qui ont des super recettes pour prendre des techniques ou des trucs comme ça. Mais après, tout ce qui est de l'ordre physiologique, tout ce qui est de l'ordre un petit peu plus scientifique, ça s'apprend, ça s'invente pas, quoi. Exactement. Ok. Allez, dernière petite question. Allez. Et après, du coup, on clôturera l'épisode. Et elle va te parler, je pense. Est-ce que tu penses qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Oui. Parce que la douleur, elle est nécessaire au progrès. Après, il faut savoir identifier les différents types de douleurs. Parce que comme j'ai dit, il y a des douleurs qui peuvent mener à la blessure si on n'y prête pas attention, ce qu'on a souvent tendance à faire en tant qu'athlète. On se dit, tant que je peux marcher ou que je peux avancer, je continue, je pousse. Et puis, on pousse un peu trop et ça pète. Mais d'un autre côté, quand on est dans la douleur, c'est là où on progresse le plus. En tout cas, moi, je me souviens d'une interview d'Usain Bolt qui disait, quand tout va bien, ok, c'est cool, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et c'est pas là où je sais que je vais progresser. Par contre, quand je suis à l'entraînement, que je sens que mes jambes, elles répondent plus et que je suis à court de souffle ou quoi au caisse, c'est là où l'entraînement il commence réellement. C'est là où je sais que je repousse mes limites. Parce que quand on est dans cette phase de douleur où on se dit je peux plus avancer physiquement, on sent comme si on pouvait plus avancer, mais mentalement, c'est là où il faut se dire ok, accroche-toi un petit peu plus et repousse cette limite, même si on la repousse d'1 millimètre. C'est 1 millimètre de plus que hier, 1 millimètre de moins que demain. Et c'est comme ça qu'on continue de progresser. Et c'est en sortant aussi de sa zone de confort. Parce que si on reste dans le confort, ça veut dire qu'on a pas mal. Et quand on reste dans la zone de confort, on peut perfectionner ce qu'on a déjà. Mais en général, on progresse pas forcément. Alors que quand on est dans cette zone d'inconfort, en général, c'est quand on commence à avoir mal. Et c'est là où on s'ouvre à d'autres horizons. Et on a le plus de chances de progresser. Ok. Écoute, Maë, merci beaucoup pour cette belle interview. Avec grand plaisir. Tu as pu t'exprimer sur différentes thématiques et nous parler un peu de mental et puis
la manière dont toi tu vois les choses. Généralement, du coup, je laisse toujours la parole pour clôturer l'épisode. S'il y a quelque chose qui te tient à cœur de laisser comme message à la fin de cet épisode, avant qu'on se quitte, tu as en tout cas la possibilité de le faire. Et si tu veux laisser aussi des différents moyens pour qu'on puisse te joindre, si des potentiels, en tout cas, chefs d'entreprise voudraient te contacter pour t'aider dans ton projet, ou si des gens veulent ne serait-ce que te contacter pour échanger avec toi par rapport au patinage artistique ou autre, n'hésite pas à le faire aussi. Ça marche. Et vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, sous le prénom Maë-Meïté. Donc, mon prénom, la première partie de mon prénom et mon nom. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, sous Maë-Bérénice Meïté. Et si j'ai un mot que je peux vous dire pour la fin de ce podcast, ça serait de toujours croire en vos rêves. Parce que rêver, ça peut paraître fou, ça peut paraître utopique, ça peut paraître impossible pour beaucoup de personnes. Mais si vous croyez en ce que vous faites et vous ne lâchez rien, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et le processus va être juste unique et génial. Donc, ne lâchez rien, même si c'est dur, même si vous êtes seul contre le monde. Allez-y, foncez et faites-vous plaisir parce que c'est essentiel dans la vie. Et croyez en vos rêves et ne lâchez rien. Bon, super. En tout cas, je te souhaite une belle saison sportive et une belle année 2023. Et puis, en espérant te retrouver sur les glaces au JO 2024 avec grand plaisir. Avec une couleur dorée autour du cou. On espère. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.